Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Pat. Bien, nous sommes heureux Bonsoir à tous. De vous recevoir pour ce live du jeudi. Nous recevrons, je ne me souviens plus de son prénom, Valentin, mais son nom, son prénom, je ne me souviens plus. Bref. Valentin Jean-Christophe. Jean-Christophe, voilà, c'est ça, je cherchais. Je vais commencer en fait par vous présenter le RFM parce qu'on a eu pas mal d'échos. Et en fait, je vais faire juste un petit rappel. En fait, RFM a été créé au printemps 2019, après 6 mois après, grosso modo, après le début des Gilets jaunes, suite à un constat que nous avons fait. Nous avons essayé de rassembler autrement. Et pour cela, nous avons fait l'association RFM. Et je tiens à préciser qu'en aucune manière, Christophe Guerrero ou Petit Jean ne sont à l'origine de RFM, puisque ce sont quatre personnes issues du Vaucluse qui ont initié RFM à la base. Voilà. Je précise également que nous sommes quand même une association d'opposition politique constructive et humaniste. Voilà, ça c'est notre credo et on le martèle systématiquement. Et nous sommes là pour une chose bien précise, combattre une oligarchie qui s'insinue dans tous les rouages constitutionnels, qui enferme petit à petit les libertés politiques dans un carcan financier. Donc, il faut que ça cesse. Et à présent, le gouvernement n'a pas de liberté. Il est dirigé par des groupes d'influence sous-main. Les lobbies qui manipulent les politiques pour obtenir des avantages au détriment du peuple. De ce fait, l'égalité de traitement n'existe plus. Les différentes politiques ces dernières années ont accentué le fossé entre les politiques et les Français. Ce qui fait que, à présent, le peuple a un dégoût et un rejet de la politique qui se constate particulièrement lors des élections. On en arrive à présent à des hold-up électoraux systématiques et nous ne devons plus nous laisser manipuler. Nous devons reprendre le pouvoir d'un moyen ou d'un autre. Pat, je te passe à présent la parole pour parler du CPC. Merci Bruno pour la présentation de RFM, que les choses soient bien claires. Et là, je veux le dire aussi, le premier CPC est encadré par le Rassemblement Force Marianne. En aucun cas, Petit Jean ou Christophe Guerrero sont à l'initiative de ça. Ils sont membres, ils nous ont rejoints. Je tiens à le préciser encore. Donc, s'il y a des questions, je suis là pour y répondre, comme j'ai fait toute la semaine, par téléphone ou par Messenger ou Facebook ou d'autres réseaux. Ça, je tenais à le marteler ce soir, que les choses soient claires. D'autre part, donc, le premier CPC a été créé dans le but de créer un cadre pour assurer la sécurité des gens qui viennent manifester pacifiquement. C'est une demande de beaucoup de collectifs qui ont subi pas mal de nuisances pendant leur manifestation. Et donc, c'est à cette demande-là que nous avons répondu dans ce cadre-là. Et je tiens aussi à préciser que nous ne sommes pas là pour remplacer l'existant, les collectifs, qu'ils soient soignants ou autres. On n'est pas là pour ça. On se coordonnera avec eux, que ce soit bien clair. Et je voulais dire aussi une chose, c'est que de nos différences, on fera notre force. C'est très important. Et donc, ce soir, nous avions invité Valentin Jean-Christophe, qui est sur Paris, organise, lui, les manifestations. Donc, qui les déclare en préfecture. Et ce qui nous intéressait, effectivement, c'était d'avoir son avis par rapport à la marche à suivre et les difficultés qu'il rencontrait lors de ces déclarations. Bruno, tu es revenu sur, avec le Rassemblement Force Marianne, cette association. Tu parles d'oligarchie
qui aurait pris un petit peu l'ascendant sur les politiques, les politiciens du moins en France. C'est un peu ça ce que tu voulais dire. Un petit peu, complètement, hein, puisque Oui. On le constate même au sein des élections présidentielles. On a les financiers, les groupes financiers qui s'assemblent, qui financent deux personnes en général, les deux meilleurs chevaux, je dirais, et qui ne sont jamais perdants, que ce soit la droite, la gauche. Il y en a toujours un qui arrive sur les deux qu'ils ont choisis. Ils financent, ils le savent, ça leur coûte un maximum, mais ils sont gagnants, parce qu'en définitive, derrière, il y a les lobbies qui s'activent, il y a des lois qui passent qui sont à leurs avantages, évidemment, et nous, eh bien, on continue à avoir notre gamelle vide. Les gens, qu'est-ce qu'ils ont actuellement? Le problème du frigo vide, il n'est pas d'aujourd'hui, il n'est pas du 17 novembre, il était d'avant. Les gilets jaunes sont sortis sur les ronds-points et dans les manifestations. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup avaient le frigo vide. C'est une problématique. À l'heure actuelle, le problème n'est toujours pas résolu. Le frigo est toujours vide. Voilà. Seulement, on peut juste dire que les gens n'ont peut-être pas encore assez faim. Voilà. Oui, c'est un constat que l'on fait. Mais dans ce cadre-là, nous, ce qu'on veut redonner aux citoyens, c'est qu'ils puissent appliquer ces droits constitutionnels de manifester pacifiquement. Et j'y tiens et j'y retiens à le marteler, ça aussi encore, pacifiquement. Donc, le back-office m'annonce que Valentin est là, donc il va nous rejoindre d'ici 30 secondes. Le voilà. Ça y est. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jean-Christophe. Il y a de l'écho. Vous avez de l'écho? Alors, Christophe, si tu as Messenger ou Facebook allumé, éteins. Mais juste Facebook et Messenger. Hein. Allô? Oui. Ah, mais c'est bon. Ok, on est heureux. Jean-Christophe, tu dois avoir un Messenger d'ouvert ou quelque chose en même temps que le StreamYard. On t'entend en écho. Non, j'ai rien d'ouvert. Là, c'est mieux, il n'y a pas d'écho. Non, j'ai rien de tout ça, moi. J'ai pas d'écho, j'ai rien. Et je vous entends tous très bien. Bon, on va fonctionner comme ça. Alors, c'est pas avec un écho. Ouais. Attends. Moi, je vous entends à merveille. Hein. Allô? Ouais, non, alors c'est pas. Bon. Allez, comme ça, attends. Bon, évidemment, si tout le monde ferme son micro, ça ne va pas avancer. Bien, vas-y, Pat. Bon, Valentin, tu peux te présenter un petit peu à nous tous? Oui. Alors, comment ça s'appelle? Moi, je suis sur Paris, tout le monde me connaît. J'organise des manifestations pratiquement tous les samedis et j'ai souvent également organisé les nocturnes Gilets jaunes, c'est-à-dire que ça se déroulait sur Paris de 17h à 22h. Donc, dans l'ensemble, on peut dire que ça se passait bien. Les gens y viennent, sauf qu'aujourd'hui, on a une perte de beaucoup de monde suite soit à une peur de vouloir aller dans les manifestations. Et aujourd'hui, on peut vraiment le dire, c'est qu'auparavant, les gens étaient mis dans l'idée que le gendarme protégeait le citoyen et il s'est aperçu au fil des mois qu'en fin de compte, le gendarme, c'était pas le rêve en fin de compte que les gens se faisaient. Et beaucoup de personnes sont quittées un petit peu les cortèges, d'où cette notion de peur qui a été installée, on va dire, depuis janvier 2019. On a vu chaque semaine. Voilà. C'est quand même quelque chose qu'il faut se voir. Ouais.
Et dans le sens, on a échangé avant que tu viennes, et tu as dit que de créer le premier CPC était une très bonne idée. Tu peux un peu développer Oui, il faut travailler dessus. Je suis un de ceux qui a déclaré le plus de manifestations dessus et qui avait tenté déjà de mettre en place une sorte de sécurité, une prévention, on va dire même une protection. Pourquoi? Il y en a ras-le-bol aujourd'hui que lorsqu'on déclare en préfecture, nous avons des cordons de CRS derrière, devant et de chaque côté. On se devait depuis des années, en ayant des personnes, même avec des brassards blancs ou même avec des personnes connues de tous, faire un peu de sécurité, de protection, éviter qu'on a cette masse de CRS qui pourrit en quelque sorte nos cortèges. Parce que on est sur la chaussée, on n'a plus le droit d'aller sur les trottoirs, etc. Tous les 10 minutes, un quart d'heure, on nous arrête. On ne peut plus marcher comme on veut. Et aujourd'hui, moi, je pars du principe que si on continuait à avoir notre propre système de protection de cortège, pourquoi une protection? Il faut bien dire la question aux gens. Pourquoi une protection? Dans les cortèges déclarés en préfecture pacifiste, on a de tout dedans. On a des personnes handicapées, on a des personnes âgées, on a des familles avec des enfants. Et à partir de là, on se doit, en tant qu'organisateur, de les protéger. Il ne faut pas jouer à langue de bois. Sinon, qu'est-ce qui se passe? On va, comme dans les grandes villes, il n'y a plus de manifestations parce qu'on crée nous-mêmes une notion de peur. Donc, moi, je suis partant pour dire, lorsque en tant que gilet jaune, on a nos cortèges, notre façon d'avancer, notre façon de travailler, il faut qu'ensemble, qu'on n'ait plus les CRS devant, derrière et sur le côté. Il faut travailler dans ce sens-là. Ah. C'est notre démarche, hein. Si tu veux, Valentin, dis-moi Jean-Christophe, excuse-moi, c'est notre démarche, c'est qu'on puisse donner au peuple l'envie de redescendre et de pouvoir s'exprimer, parce que le peuple est bâillonné actuellement. Il ne sort plus dans la rue, il porte un masque, c'est fini, il n'y a plus, on le prive de toutes ses libertés. Il y en a assez. Et donc, c'est aussi pour ça. On le prive pourquoi? Et vous l'avez bien vu. Lorsqu'il y a des syndicats, grandes manifestations de syndicats, la dernière qu'il y a eu, c'était 300 000 personnes. Nous, les Gilets jaunes, nous avons 15 millions de gens qui sont pauvres, qui sont en précarité. Nous avons les petites et moyennes entreprises. Nous avons les familles monoparentales. Nous avons les familles en mobilité réduite. Ils ont du mal à se dire, il y a une manifestation gilet jaune, j'y vais pour exprimer ma colère. Quel est ce décalage-là qu'il y a dorénavant entre nous et le fait des gens d'aller manifester un samedi après-midi pendant 2 heures ou 3 heures? Voilà, c'est la question qu'il faut vraiment se poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont dans un confort qui les empêche d'aller manifester? Ou aujourd'hui, le fait d'aller manifester, il y a cette notion de peur? Donc, moi, je suis toujours pas du principe. Il faut travailler. C'est comment que nous, on peut protéger nos propres cortèges et le faire savoir. Alors, ça me semble difficile d'éliminer les services d'ordre. On les aura toujours devant, derrière et un peu sur les côtés. Il faut faire en sorte de leur présenter aussi quelque chose de suffisamment sécurisé pour que eux ne soient pas pris pour cible. Voilà. Dans un cortège avec une sécurité, on ne peut assurer que la sécurité des gens à l'intérieur, et encore. Donc, s'il y a quelque chose qui se passe en bordure, on ne pourra pas le contrôler de nous-mêmes, et on n'a pas à intervenir dans ce sens-là. Ce sont les forces de l'ordre qui doivent faire leur travail.
Le risque, effectivement, c'est du tir de lacrymo ou autre, et que les gens dans la manifestation même soient incommodés. Ça me paraît difficile d'assurer à 100%. Je pense que la sécurisation pourra venir avec le temps, c'est-à-dire démontrer que nous sommes capables d'assurer le bon ordre et éviter les débordements. À partir de ce moment-là, je pense que les forces de l'ordre se mettront en retrait, suffisamment en retrait pour éviter tout problème, provocation des uns ou des autres. Voilà. Il n'y a que comme ça, je pense, avec le temps, que l'on pourra changer le visage d'une manif. Et comme tu le dis si bien, Jean-Christophe, on est dans une démarche pacifiste, vraiment pacifiste, c'est que le peuple puisse redescendre dans la rue. Et tout ce qui existe déjà, on veut travailler avec eux. On n'est pas là pour inventer. Il y a des choses qui se font, qui sont très très bien déjà dans les manifestations. Donc voilà, c'est se mettre en corrélation avec eux. Proposer un cadre, poser. Un cadre posé. On n'est pas là. On n'est pas là pour casser. On n'est pas là pour casser de l'ordre, on n'est pas là pour casser de la vitrine. On est là pour que le peuple puisse s'exprimer face à un gouvernement qui ne veut plus entendre le peuple. Tout simplement. tout simplement. Sauf que le 14 juillet dernier, le fait de bloquer les gens, tout ça parce que nous sommes gilets jaunes pendant plus de 45 minutes sur un boulevard, juste avant d'arriver à Bastille, alors qu'on avait largement le temps que les personnes puissent arriver sur la place de Bastille et descendre, on nous a fait bloquer pendant 45 minutes donc sur l'avenue, et ça a excité les gens. Et à chaque fois, maintenant, on le dit quand même depuis le 14 novembre 2018, parce que toutes les 50 premières manifestations, je l'ai faites. Mais à chaque fois, il y a une volonté politique derrière de casser nos cortèges. Une volonté politique. Même à chaque fois, parce que moi, je suis un des plus pacifiques que la France connaisse. J'ai horreur de l'affrontement. Mais lorsque je vois que des cortèges ont été cassés volontairement par la police sur ordre du préfet, on le voit sur les vidéos, on le voit. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Comment se fait-il qu'on a voulu donner une image des gilets jaunes radicalisés? Et là, M. Castaner et sa clique, il y a quand même des responsabilités au plus haut niveau. La plupart des cortèges gilets jaunes, ils sont pacifistes. Et rappelez-vous le 1er mai dernier, sur le boulevard, quand il y a eu le boulevard de l'hôpital, la charge qu'il y a eu des CRS, qu'il a fallu que les gens se réfugient dans un hôpital, j'étais en première ligne. J'ai téléphoné 3 fois pour dire reculer de 50 mètres parce qu'on étouffe. Ils nous ont chargés. Qui a donné l'ordre de nous charger? Posez-nous les bonnes questions. Alors moi, les CRS, je suis d'accord, mais une seule condition, qu'ils soient constamment à 50 mètres devant moi. Sinon, on n'avancera pas. Le pacifisme, c'est d'avoir cette liberté de manifester, pas cette liberté d'être manipulé. Et ça, j'ai horreur de ça. La recherche du gouvernement par rapport à ces manifestations, c'est de générer le chaos. C'est la meilleure façon de décrédibiliser un mouvement, bien évidemment. Donc, on nasse, les gens s'énervent, et effectivement, à ce moment-là, ça déborde. Et là, les CRS, entre autres, ont la légitimité pour se défendre. Voilà. Mais bon, c'est une méthode liée au préfet, l'allemand, à Castaner, à l'époque. Macron, on peut plus lui casser du sucre sur le dos, il est parti, le pauvre. Mais Castaner, on ne peut pas dire que ça a été un enfant de cœur dans cette histoire. Donc oui, c'est une volonté délibérée du gouvernement pour décrédibiliser le mouvement Gilets jaunes, entre autres, et les manifestations générales. Oui, c'est. Et vous? Oui, c'est. Oui. Ouais, je disais juste. Excuse-moi, Jean-Christophe. Oui, c'est comme tu le dis, Bruno, c'est une volonté du gouvernement de décrédibiliser les mouvements des gilets jaunes ou autres, hein, peu importe, hein, toutes les
toutes les causes qui sont défendues dans la rue, on a pu le voir à maintes reprises, la violence fait foi. Et je pense que c'est aussi ce qui met à l'aise une partie des forces de l'ordre d'être obligées d'obéir à ces ordres-là. Je pense qu'il y avait aussi ce ras-le-bol-là d'aller sur les manifs, pas pour encadrer, mais pour à chaque fois casser les cortèges et montrer que la violence. C'est ce qu'ils veulent montrer, l'État, pour mettre un petit peu le citoyen qui regarde les images, lui faire peur. Alors que, comme le dit Jean-Christophe, 80% des gens sont pacifistes. Vas-y, je te laisse la parole. La plupart des gens, lorsqu'ils viennent dans les manifestations, la plupart, ils viennent entre amis. Ils font 10 kilomètres sur Paris, ils ne viennent pas pour casser. Jamais, 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 jamais. C'est les mêmes personnes que l'on rencontre. Ensuite, par moment, lorsqu'il y a des jeunes qui viennent dans les manifestations, heureusement, par moment, faut qu'ils poussent aussi. Ils ne vont pas rester au milieu d'une machine. Et lorsqu'ils poussent, alors qu'ils sont calmes au départ, il y a une charge de la police qui permet non pas de taper forcément sur les jeunes, mais pour taper de tout ce qui est autour. Donc, il y a une manipulation à la fois d'entraînement sur les jeunes pour les exciter à s'énerver, et l'autre côté, nous les anciens, on se dit, mais comment se fait-il qu'on arrive à se prendre des coups de matraque, des LBD, des bombes de décerclement, alors que logiquement, si on avait marché tous ensemble, il n'y avait pas lieu d'avoir comment ça s'appelle, tout ce schéma de casse des cortèges. Moi, je vous le dis parce que le 14 novembre, le 18 novembre, est resté gravé dans mes mémoires. On était tous en bord des Champs-Élysées. Ils ont tout fait. On a reçu 4000 bombes de décerclement à cette époque-là. Ils ont tout fait pour pas qu'on remonte les Champs-Élysées, alors qu'on était venu pacifiquement. À partir de là, on a tout compris. Toutes les semaines, voilà. C'est ce que je dis, et je reprends les paroles de Bruno. Ils ont peur, le gouvernement a peur, car il a été élu à très faible pourcentage. C'est infime, c'est très infime. Et il ne veut pas entendre les revendications des citoyens, qu'elles soient pour les retraites, pour toute autre chose. Il ne veut pas les entendre. Et moi, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'en 2019, 2020, on voit des citoyens éborgnés, blessés. C'est pas digne de notre pays. On est le pays des Lumières, des droits de l'homme. Et je pense que j'en appelle au bon sens du nouveau Premier ministre de dire attention, on est votre peuple, protégez-nous. Attention. Quelle solution vous proposez éventuellement, Jean-Christophe? Comment? Oui. Quelle solution proposerais-tu pour améliorer tout ça dans les manifs, pour éviter justement ces massacres, tout ça? J'ai des amis qui sont syndicalistes. Ils m'ont dit, Valentin, rappelle-toi de la loi travail. La loi travail, il n'y a pas longtemps. Pourtant, eux, ils sont plus encadrés que nous. Eux, ils ont leur propre service de sécurité. Il m'a dit, il faudrait que demain, simplement, que la préfecture s'engage à n'infiltrer personne de chez eux. Là, la première cause. La première cause. Moi, je le dis. Il doit y avoir une infiltration de personnes qui nuisent dans les cortèges. Et je ne vous parle pas des gilets jaunes. Je vous parle des gros cortèges nationaux sur Paris. Reprenez les images sur la loi travail. Donc, la solution, c'est de laisser les organisateurs avec leur propre service de protection de gens bénévoles qui sont là en coordination de manière à ce que les cortèges se passent dans le plus simplement possible. Et deuxièmement, lorsqu'on voit que devant nous, il y a des personnes qui sont hors qu'on ne connaît pas ou autres,
c'est pas à nous de gérer ça. Ce n'est pas à nous de gérer ça. Et je pense que la plupart des cortèges se porteront mieux. Et je vous donnais simplement un exemple. L'année dernière, c'était une manifestation avec nos amis, là, les Gilets Verts, là. Ils ont organisé au Jardin des Plantes. On a fait combien? Même pas 100 mètres, 200 mètres. On s'est fait canarder. Comment se fait-il? Eux, ils avaient une sécurité, ils avaient leur propre service de protection, ils se sont fait canarder des LBD, ils ont eu des bombes de décerclement dès le début du cortège. Comment se fait-il qu'on en arrive là? Moi, je pense que c'est un problème préfectoral. C'est une volonté politique de ne pas avoir de manifestation à Paris. Parce qu'on les connaît tous. On connaît, vous n'allez pas me faire croire, on a organisé la Coupe du Monde de football plusieurs fois avec des groupes de hooligans beaucoup plus difficiles. Et on n'a pas été capable de régler des cortèges avec 3000 personnes, 1500 personnes, comme ils annoncent sur BFM ou CNews. Posons-nous les bonnes questions. C'est une volonté politique. C'est une volonté politique de casser les cortèges. Ce n'est pas nos jeunes. Ce n'est pas nos jeunes que l'on connaît. Les jeunes, ils ont... Mais il y a une colère parallèlement pour casser nos cortèges. Il faut bien comprendre les choses. Et je peux vous dire que si demain, moi j'ai descendu 50 fois les Champs-Élysées avec les jeunes. 50 fois. Ils nous en est partout, les jeunes, dans Paris. Jamais ils ont cassé. Jamais. À partir de là, souvent, quand il y a eu la casse, il y a eu un entraînement de la casse. Un entraînement. Qui est derrière l'entraînement de la casse? Quelles sont les images qu'on est sûr de faire passer à la télévision pour radicaliser le mouvement ou un syndicat ou tout ce qu'on veut bien? Association, syndicat, gilets jaunes. Il y a une volonté. Pour nous, si tu veux, Jean-Christophe, c'est simple. Hein, si tu es la préfecture, tu infiltres les manifestations et tu engendres des violences qui, au bout d'un moment, font que le cortège se disloque un petit peu. Mais il faut penser aux gens qui sont là depuis le matin à défiler, qui sont fatigués, énervés. Et donc, il n'y a plus de gestion humaine. C'est ces groupes-là qui viennent infiltrer ces manifestations. Ces groupes, on les voit avec des blousons en cuir, etc., avec des casques, des machins. Ils viennent, ils sont envoyés par la préfecture, ces groupuscules. Ils viennent à plein. Et c'est ça qu'on va interdire aussi. Il faut dire quelque chose. Il faut le dire à nos amis qui nous écoutent. Il faut le dire. Je suis organisateur. Combien de fois j'ai hurlé après la préfecture concernant les fermetures des bouches de métro juste après les manifestations. J'ai toujours dit, et écoutez-moi bien, que si toutes les bouches de métro étaient ouvertes, 80% des personnes, comme ils viennent de province, quittaient les cortèges pour rentrer chez eux. Parce que c'est des gens pacifistes. Non, on a joué le système du nassage, des mots qu'on ne connaissait pas, dans le but d'énerver ceux qui viennent depuis le matin, ceux qui étaient fatigués parce qu'il fait qu'ils rentrent chez eux, ceux qui savent très bien qu'au niveau caractère, qu'ils vont commencer à avoir des mots qui vont dépasser leurs pensées. Et on a construit à partir de là une sorte de radicalisation. Alors qu'en ouvrant tranquillement les bouches de métro, en laissant partir les gens, 80% rentraient chez eux. Il restait quoi après? Que les Parisiens, les banlieusards dans les manifestations, pour finir la soirée. L'apaisement, il est là. L'apaisement, il est là. Qu'est-ce qu'on a cherché à faire? Le conflit. Et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Rappelez-vous. On dit Bruno. Voilà, décrédibiliser, c'est tout. Et après, on montre au peuple de France que les manifestants sont des séditieux, ils détruisent tout et ils cherchent que le chaos. Ben non, on ne cherche pas le chaos. On cherche à faire entendre nos voix, nos souhaits, le changement,
peut pas continuer comme ça. Et tant qu'on les laissera faire de cette façon, on ne pourra pas avancer. Mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors on déclare. Eh ben oui, on déclare et on se fait taper quand même dessus. C'est pas normal. C'est anormal. Il va falloir négocier pour que ça se passe de façon correcte. S'il n'y a pas de négociation, je ne sais pas ce qu'on va faire après. Moi, il est temps que le peuple retrouve ses valeurs et que le bon sens qui l'anime soit mis au grand jour. Parce que c'est des gens de bon sens qui viennent défendre ces valeurs. Ils viennent juste demander, on le voit, les frigos sont vides, les gens sont mal logés, il n'y a plus de respect, on voit de la violence s'installer à tous les niveaux, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les rues. Il faut arrêter tout ça. Il faut arrêter tout ça. Alors maintenant, les politiques, c'est qu'ils ont oublié leur mission première. Ils sont là pour servir le peuple. On n'est pas là pour leur cirer les pompes, ni au président, ni au Premier ministre, ni aux ministres, ni aux députés, ni aux sénateurs. S'ils sont élus, c'est pour faire passer le message du peuple dans les lois, pas le contraire. Ouais. Il faut ils sont au service du peuple. Il ne faut pas qu'ils oublient que c'est nous qui les payons. Ils sont au service du peuple. Oui. Et pour l'instant, ils sont à leur service, ils font les lois pour eux. Et c'est pour ça que ça gronde et que les gens sont très mécontents. Jean-Christophe, tu penses quoi de l'appel du 12 septembre? Alors, l'appel du 12 septembre, c'est un peu comme j'ai toujours dit. La rentrée va être très dure. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on a perdu du temps. On n'a pas fait le Grenelle du pouvoir d'achat. On n'a toujours pas fait le Grenelle du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, la plupart des familles, s'ils ne touchent pas entre 1 500 et 1 700 euros par mois, la plupart, il faut qu'ils choisissent entre manger ou payer les factures. Une famille aujourd'hui qui touche entre 1 200 et 1 400 euros par mois, elle rentre dans la précarité. Et ça, aucun gouvernement veut en parler. On ne veut pas mettre sur la table le fait que lorsqu'on a le loyer, les factures d'EF, l'eau, l'électricité, les assurances, le téléphone, etc., à la fin du mois, il reste 10 euros ou 5 euros par jour pour vivre. Et ça, on ne veut pas en parler de ça. Donc, le 12 septembre, c'est quoi? C'est une colère que les Français devraient pour moi, de se dire, il y en a ras-le-bol de ce pouvoir, et même pas de ce pouvoir. C'est de se dire, mettez-vous pour une fois autour de la table et parlons du pouvoir d'achat. Et parlons de ce pouvoir d'achat sur la justice sociale et fiscale. C'est aujourd'hui pourquoi qu'une entreprise peut-elle investir en France et toujours pas payer d'impôts sur les sociétés. Ils sont des milliers comme ça. Ils sont des milliers. Donc, aujourd'hui, pourquoi que moi, je travaille et je touche 1 400 euros par mois, je ne peux bénéficier d'aucune allocation familiale ou autre pour m'aider à mes fins de mois difficiles. Posons-nous. Et ça, un Grenelle des pouvoirs d'achat aurait été quand même mieux dans toutes les villes de France, dans tous les départements, dans toutes les régions à mettre en place pour savoir ce que veulent réellement les Français sous pouvoir d'achat. On le sait très bien. Ce n'est pas les syndicats qui vont obtenir 100 euros de plus ou 200 euros de plus. Non, c'est une volonté politique de revoir comment fonctionnait 30 ou 40 ans avant qu'on connaissait même pas ce que c'était un fin de mois. Et aujourd'hui, de se dire, tiens, il y a monsieur et madame qui travaillent, il y a une femme seule avec des enfants qui travaillent, il y a des handicapés qui travaillent. Comment se fait-il qu'ils ne puissent pas finir leur fin de mois? Là, la question, le pouvoir d'achat, la justice sociale, c'est de se dire, madame X touche une pension, madame X touche une allocation d'handicapé. Comment se fait-il qu'avec 800 euros, elle ne peut pas se changer son fauteuil tous les ans ou tous les 2 ans? Comment se fait-il que
Rien qu'un coussin d'un fauteuil, elle est obligée d'économiser 2 mois sur sa pension pour pouvoir s'acheter son petit coussin sur un fauteuil. C'est là les questions qu'il faut. Si derrière tout ça, c'est le reste à vivre et cette dignité de vivre. Aujourd'hui, prenez Paris, il y a 3800 personnes qui couchent dehors. La dignité, elle est où? La dignité, elle est où? Aujourd'hui, la plupart des gens, c'est ce qu'ils me disent. Valentin, le matin, quand je me lève, pourtant j'ai un loyer à payer. C'est comment nourrir ma famille. Alors, le reste à vivre. Le reste à vivre. Le reste à vivre, ils font d'abord les poubelles et ils savent qu'à 13 heures, lorsqu'il y a des fins de marché, ils vont ramasser les légumes et les fruits que les commerçants ont jetés. Donc, ils font les cajots et c'est ça qu'on vit tous les jours. C'est ça qu'on cache tous les jours à la télévision. C'est cette misère sociale qui s'est installée dans notre pays. Et les gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait simplement sortir des gens de l'ombre vers la lumière. C'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il fallait garder le gilet jaune. C'est quand même quelque chose à toutes les familles que lorsqu'ils ouvrent leur télévision, lorsqu'ils ouvrent leur Facebook, leur réseau, ils voient que les gilets jaunes sont là, sur les ronds-points, sur les péages, dans les grandes villes, et qu'ils ne courbent pas les chines. C'est là. Et nous sommes capables, nous tous, en disant il faut minimum un SMIC à 1500 € net. Il faut être capable. Aujourd'hui, il faut que chaque loyer ne dépasse pas 25% des revenus. On peut le faire. Il faut aujourd'hui baisser les TVA. Il y a des TVA qu'on peut baisser. Et surtout… Je suis d'accord avec sur tout le fond, Jean-Christophe, un grand débat qu'on peut faire sur les problèmes sociétaux que nous rencontrons. Et ce gouvernement ou ces gouvernements ne sont pas dignes car son peuple a faim, son peuple ne peut pas se loger, ne peut pas s'habiller. Ça, il n'en a pas conscience, mais on le rappelle encore une fois de plus ici. Maintenant, je te parlais du 12 septembre, les manifestations du 12 septembre non déclarées. Tu en penses quoi, toi? J'ai toujours dit aux manifestations non déclarées, si nous sommes très nombreux, il y a eu des manifestations dans l'histoire de la France où j'étais non déclaré, mais si nous sommes 500 000 personnes, on peut gérer. La préfecture nous laissera les Champs-Élysées, Concorde, etc. Mais il faut qu'on soit 500 000 personnes. Mais je ne comprends pas qu'on peut être capable d'être 500 000 personnes pour un match de football, mais on ne peut pas être 500 000 personnes pour manifester contre le pouvoir d'achat. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si nous sommes 10 000, 15 000 à Paris, on peut faire une manifestation non déclarée, elle sera quand même pacifique, ça marchera bien. Le non déclaré, c'est valable à une seule condition, c'est qu'on est sûr d'avoir le nombre. Je le dis bien. Et si on n'a pas le nombre, là, on va se faire pourchasser. Pourquoi? Parce qu'il y a 25 machins sur nos têtes là qui sont constamment sur nos têtes. Ils sont hyper structurés et surtout derrière tout ça, j'ai toujours dit, comme la plupart des gens qui viennent de province, il y a cette notion de peur qui existe et malheureusement, au premier bombe de décerclement qu'ils envoient, au premier coup d'LBD, au premier coup de matraque, la plupart des gens vont dans des rues adjacentes et on se retrouve tous dispersés au lieu de se laisser rester rassemblés. C'est un peu ça les manifestations. Déclarer à Paris le 12 septembre, je dis attention, ce qui veut dire qu'on sera un nombre normal. Si on veut faire une non déclarée, que tous ceux qui se mettent sur les réseaux, qui nous écoutent, qui sont dans des directs le 12 septembre, c'est qu'on fait une opération de masse. À partir de là, la préfecture arrivera toujours à nous
laissés tranquilles, soit sur les champs, soit sur la place de Concorde, par rapport au nombre que nous sommes. Mais c'est le nombre qui fait la différence. Oui, j'ai bien compris ça. Donc, ça laisse quand même aux forces de l'ordre, en non déclaré, le droit, comme tu as dit, de chasser les gens. Et ça, c'est quand même compliqué. Moi, je pense à tous les organisateurs. On voit tous les lives qui se passent. Moi, j'en appelle à eux, du bon sens. Déclarez-les. Déclarez-les. Mais déclarez-les. Alors moi, la dernière grosse manifestation qu'on a eue, hein, moi je vous parle de ce que je vis. Hein. C'était au mois de septembre, déclaré au Jardin des Plantes. On a fait 100 mètres. Parce que moi je vous le dis, qu'est-ce qu'il y a, quelle volonté a la préfecture de vouloir nous laisser manifester si nous sommes en déclaration préfecture. Il y a eu des grandes manifestations, à chaque fois, ils étaient cassés en début de cortège. Pourquoi? Et pourtant, c'est déclaré. Donc, le 12 septembre, tentons le coup. Soyons vigilants. En ayant, pour une fois, une non déclarée, voyons le comportement. Au moins, moi, je dis c'est du 50-50. Lorsque tu es déclaré, moi, je vous le dis ce soir, à tous les auditeurs qui nous écoutent, lorsqu'on est déclaré, qu'on fait 200 mètres, qu'on prend des bombes de décerclement, c'est pas normal. C'est pas normal. Et je vous parle des belles manifestations. Il y a quelque chose qui n'y a pas dans le biscuit. Il y a une volonté de casser. D'accord. Moi, je dis bien, déclaré, faut un débat. Et Jean-Christophe, moi, je vais revenir sur le premier CPC qui a été créé. Et donc, j'en appelle aux frères d'armes de nous rejoindre, hein, que ce soit des pompiers, des anciens militaires, d'anciens gendarmes ou forces de l'ordre, de nous rejoindre. Il faut aussi qu'on soit le norme pour assurer cette protection de nos concitoyens. Voilà, ça, c'était une chose que je voulais encore dire, c'est que je le rappelle encore, c'est nos différences qui feront notre force. C'est ça, s'unir. Voilà ce que je voulais dire. Et une autre chose, on n'est pas très branché sur le net, mais il faut s'abonner à la page du premier CPC. Abonnez-vous à la page et partagez-la. Donc, il faut s'abonner à la page. Voilà. Jean-Christophe, un mot de la fin? Moi, je dis simplement que c'est tous ensemble qu'on peut que réussir. Qu'on peut que réussir. Nous avons construit pour agir, dire et entreprendre ensemble. Il ne faut pas comprendre ça. Et nous ne sommes pas là, moi je ne suis pas là pour moi. Je suis là d'abord pour les autres. Je dis simplement, moi, ne cherchez pas avec moi d'avoir des querelles de café du commerce, vous n'en trouverez pas sur mes pages. Parce que chaque samedi, je sais ce que c'est de rassembler. Donc, je dis tous à mes amis, continuons à nous unir et construisons l'avenir et surtout participez au grand rendez-vous qu'il y a le 15 août à Paris avec les ballons jaunes pour lancer un message qui arrivera cette fois-ci directement dans le jardin de l'Élysée. Voilà. Merci Jean-Christophe. Moi, je vais laisser le mot de la fin à Bruno. Moi, je tiens à tous vous remercier pour vos commentaires, vos messages que je reçois. Voilà, ça me fait très plaisir et je vois qu'on est dans la bonne direction et que vous nous soutenez dans cette démarche du premier CPC. Bonne soirée à tous et je laisse le mot de la fin à Bruno. Bruno, ton son. Micro. Désolé, j'avais coupé le micro. Oui, donc je disais, c'est bien, on n'a pas entendu les bêtises que j'ai dit. Donc, adhérez aussi à RFM, hein, à la page du RFM, puisque c'est lié à un RFM CPC, mais vous pouvez adhérer aux deux. C'est comme ça vous tente, je dirais. Et je vais répondre à Jean-Christophe sur le reste à vivre, parce que
c'est intéressant, mine de rien, RFM est à l'origine d'une demande qui a été faite par le député Aubert concernant une loi sur le reste à vivre. Voilà, qui a été initiée en octobre 2019. Ça n'a rien donné, évidemment, parce qu'il ne fallait pas rêver. Mais au moins, le texte de proposition de loi a quand même le mérite d'exister, d'avoir été proposé. Et on a été l'instigateur de ce… RFM a été instigateur de ce texte sur le reste à vivre. Voilà, parce que effectivement, quand on retire le loyer, l'électricité, l'eau, les assurances, eh ben, pour un smicard, il reste plus grand-chose. Et on ne parle pas de ceux qui sont au RSA, c'est encore pire. Voilà. Et ceux qui n'ont rien, alors eux, évidemment, ils se retrouvent à la rue, sans toit, et personne pour les aider, ou très très peu, si ce n'est des associations privées, parce que c'est pas l'État qui s'en occupe, ces gens-là. Voilà. Voilà, ceci dit, nous remercions Jean-Christophe pour nous avoir accompagnés pendant ce live, et nous espérons vous retrouver jeudi prochain pour un autre live avec d'autres personnes. Nous vous souhaitons une bonne soirée et continuons le combat.